Intensément, épisode 3, saison 1. Vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses d'un grand groupe Facebook de haut potentiel intellectuel, être en backstage, là où coule à flot le champagne cognitif, savoir le pourquoi du comment vous ou votre publication avez été acceptée ou refusée, eh bien cet épisode est pour vous. Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres ou girafes si vous voulez, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Je suis Raph, et dans cet épisode, nous allons à la rencontre du groupe Facebook HPI Surdoué Résilient en quête d'acceptation de soi. Si vous n'êtes pas familier avec la haut potentielosphère, vous pensez peut-être qu'un forum ou réseau social de surdoués HPI est composé de gens qui parlent mathématiques quantiques, Nietzsche ou Bourdieu. Il n'en est rien. Et les plus grands groupes sur Facebook, par exemple, sont essentiellement des groupes de rencontres et d'échanges autour des notions mêmes de haut potentiel intellectuel, savoir si on l'est, et la manière de vivre avec, voire pour les plus plaintifs, de survivre avec. L'important pour beaucoup étant de penser se retrouver avec des gens qui auraient le même profil, la même identité, les mêmes intérêts ou souffrances. Sur Facebook seulement, on compterait plusieurs dizaines, voire centaines de groupes francophones avec chacun leurs spécificités et objectifs. Il y a quelques groupes fermés qui demandent une preuve du résultat de QI, mais en général, les dénominations ratissent large et on retrouve HPI, au potentiel intellectuel, surdoué, surefficient, mais aussi atypique, Asperger, émotif, multipotentiel, hypersensible, TDAH, au potentiel émotionnel, et surtout beaucoup, mais alors beaucoup de groupes zèbres. Les plus grands groupes comptent plus de 5000 membres et jusqu'à 27 000 membres pour le seul groupe hypersensible HP Asperger. Il est donc normal de retrouver sur ces réseaux toutes les polémiques autour des différentes théories, idées reçues ou croyances sur les HPI dont nous avons déjà largement fait état dans les premiers épisodes de ce podcast. Beaucoup de psychologie, de neurosciences, de pseudosciences et énormément de demandes de conseils sur la communication avec les autres, le fameux décalage social ou le mal-être. Une véritable mission pour ceux qui sont en coulisses. En règle générale, quand on parle de groupe Facebook, il ne s'agit pas de démocratie. Et cette précision est toujours bonne à rappeler, mais cela génère souvent des malentendus. Chaque groupe est géré différemment, mais on compte en général un ou plusieurs administrateurs-administratrices, appelés admins, qui en assurent la gestion, et un ou plusieurs modérateurs-modératrices ou modos, dont la fonction est d'assister les admins dans la vérification des publications des membres et commentaires. Une des particularités du groupe invité dans cet épisode est justement l'importance accordée au groupe Admin Modo, qui forme une petite communauté virtuelle qui échange quotidiennement sur un groupe privé Messenger. C'est donc au milieu des grands rassemblements de zèbres que le groupe HP Résilient en quête d'acceptation de soi, avec ses 9000 membres et sa démarche critique, propose de dépasser la posture victimaire de surdoués en souffrance et place l'effet Barnum comme menace number one, prévenant toutes les personnes désireuses d'y adhérer de se renseigner sur les croyances et avertissant que les recherches d'identité telles que zèbre ou HPE ne sont pas forcément les bienvenues. Pour Véronique, la créatrice du groupe, la solution est en nous et les échanges et partages doivent avoir une visée positive et critique. Une position pas forcément comprise par tout le monde, ce qui l'amène régulièrement à pousser des francs coups de gueule contre ceux qui s'apitoient sur leur sort, entraînant l'indignation chez ceux ou celles qui y voient une forme de censure et un manque de bienveillance. Mais l'écoute peut-elle être neutre ? Le jugement vient-il seulement des autres ? Et la bienveillance est-elle vraiment la panacée ou une posture à la mode ? 我不知道，这是中国人。 Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est du chinois. Tout de suite donc l'entretien avec Véronique, Christophe et Eric. Bonne écoute. Véronique, Christophe et Eric, bonjour. Bienvenue sur Intensément. Véronique, peux-tu nous conter la genèse du groupe HP Surdoué Résilient en quête d'acceptation de soi ? J'ai créé ce groupe en 2019 parce que j'avais fait le tour des groupes de Facebook et j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Dans le sens où moi, je voulais surtout rencontrer des gens qui me ressemblaient pour en faire des amis.
Voilà, chercher des potes en fait. J'ai mis un an à les trouver, mais je les ai trouvés, j'en ai trouvé au moins 2. Donc les 2 qui sont en présence ici, donc Christophe et Eric. En fait, la première année, je la compte pas parce que c'était plus, on va dire, une année d'essai, étant donné que je connaissais pas tout le concept, le phénomène, HP, médiatisé, etc. Si tu veux, moi, j'étais dans mon monde, j'avais aucune visibilité de ce qui se passait ailleurs. Et en plus, HP, c'était pas forcément un sujet. Dans le sens où moi, j'ai été détectée fin 80, début 90, je sais plus exactement, à l'âge de 20 ans à peu près. Et point. Et après, le sujet n'a jamais été abordé. Et là, en 2019, je me suis dit, tiens, et s'il existait d'autres comme moi? Quand tu regardes, 2% de la population, c'est pas énorme. Et je me dis, la seule chance pour les croiser, c'est vraiment créer un truc dans les réseaux sociaux et faire des appels, quoi. Et voilà, et c'est comme ça que le groupe est né. Et je laissais en fait tout le monde rentrer, s'exprimer, et c'est au fil des choses et des mois que j'ai pu identifier les différents profils, le phénomène justement HP qui était devenu une mode, etc. Enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui autour du HP. Hein. Et petit à petit, j'ai resserré les vis. J'ai d'abord privatisé le groupe. J'ai modifié plusieurs fois le nom du groupe parce que je l'avais ouvert super large. J'avais mis hypersensible, l'horreur. J'ai même mis j'ai même mis HPE, HPI, hypersensible. Enfin bref, je me suis fait démonter. À ce moment-là, tu n'avais pas encore conscience de l'existence des mythes autour du HPI et de l'importance de l'effet Barnum. Oui, parce qu'en fait, pour moi, j'estimais que les gens savaient où ils en étaient. Tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds, et voilà, quoi. Donc, en fait, je suis montée comme ça jusqu'à 6000 personnes, à moi toute seule. Ce qui a complètement changé les choses, c'était le premier confinement, où on a été enfermés pendant 2 mois, qui m'a laissé le temps de travailler le sujet, et approfondir le sujet, rencontrer les gens, entre guillemets, plus en détail. Et c'est comme ça j'ai rencontré Eric. En premier lieu. Eric, sur ton cheminement et ton entrée dans le groupe. Moi, j'ai pas créé de groupe sur Facebook. Il y a que Véronique qui avait fait cette partie-là, mais c'est vrai qu'elle m'a intégré d'une manière assez rapide en tant que modérateur dans le groupe. Donc après, j'ai quand même pas mal participé dans l'évolution qu'il y a pu avoir. Je suis rentré pendant la période de confinement parce que je pense que j'étais en pleine introspection et je suis rentré par la fenêtre hypersensible qui était ouverte à ce moment-là. Je m'étais identifié, je m'étais mis une étiquette d'hypersensible quelques temps auparavant. Et au moment du confinement, je pense que j'avais plus de temps, du temps pour moi, du temps avec ma fille, tout ça. Et c'est comme ça que les groupes sortant sur Facebook, je me suis dit allez, pourquoi pas. Dans le nom du groupe, il y avait HP, mais il y a beaucoup de personnes qui faisaient le lien entre hypersensible, HP, tout ça. Moi, d'un côté, dans l'enfance, j'avais des petits souvenirs qui faisaient que la partie surdouée, ça pouvait me dire quelque chose, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Sans me croire ni surdoué, ni quoi que ce soit, mais pourquoi pas. Allez, je rentre, j'observe. C'est plus avec les réactions que j'avais dans mes commentaires qu'elle m'a vu et qu'elle s'est dit tiens, cette personne-là, je vais la monter modo. En fait, c'est vrai que j'ai une façon de faire qui peut surprendre dans le sens où en fait je ne lui ai jamais communiqué avec Eric directement. Et on va dire que j'ai un 6e sens, un truc dans ce goût-là, qui me dit tiens, cette personne est intéressante. Quand il m'a posé la question mais c'est quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, je lui ai dit t'inquiète, carte blanche, tu fais comme tu veux. Donc voilà, je l'ai laissé en fait prendre ses marques, comprendre tout seul, parce que j'estime qu'un groupe comme celui-là ne doit pas être organisé comme une entreprise avec une hiérarchie. Chacun doit être libre, chacun doit prendre sa place. Dans l'absolu, moi, tout ce que je voulais, c'était de rencontrer des gens. J'ai intégré le fait que aujourd'hui, les gens, on les rencontre plus dans la rue, on les rencontre dans les réseaux sociaux. C'est quand même c'est la même chose en fait. C'est juste un axe plus rapide. Pour autant, faut s'attendre à rencontrer toutes sortes de personnages, etc. Donc j'étais quand même très ouverte. C'est pour ça que j'ai laissé un groupe d'abord public, sans jugement. Et j'avais même mis au départ ici, c'est comme une bibliothèque ouverte sur le thème HP. Faites comme chez vous. Quand j'ai monté Eric en fait en modo, dans ma tête, c'était juste pour dire, il a une cohérence intellectuelle qui m'intéresse, et en fait le fait de le monter en modo, c'était juste pour lui montrer que je validais sa position et ses propos. Ça veut dire que tu es dans l'esprit du groupe. Au départ, c'était ça. Et puis, je sais même pas comment c'est arrivé, cette notion de groupe Messenger pour modo, d'ailleurs. Je sais même pas sur quel motif. Tu t'en souviens, Eric ? Je pense qu'un jour, tu t'es levé en te disant, je vais faire un groupe Messenger, ce sera
mieux pour se connaître un peu plus intimement. Et franchement, ça a tout changé. Mais ce groupe Messenger, vous l'avez pas commencé à 2 quand même? Non, il y avait d'autres effectivement, mais on se parlait en fait de manière individuelle. Tout au départ, il y avait Louis, qui est une personne qui m'intéressait parce qu'il faisait partie du groupe Mensa, etc. Tu vois, le HP dans les règles de l'art, les certifiés, comme on dit. Mais pour moi, en fait, de ce que j'ai pu en lire, c'était trop élitiste. Mais j'avais quand même une curiosité. Je voulais pas y aller, mais j'avais quand même une curiosité. Donc j'ai questionné pas mal Louis sur le sujet. Et ouais, c'est hyper rigide, c'est ultra. Enfin bref, c'est pas pour moi quoi. Toi, tu avais envie d'une ambiance plus cool, donc. Plus cool, juste des gens avec pas trop d'écart type au niveau QI pour pouvoir échanger. C'est-à-dire pour rester simple, les écarts au niveau de la mesure du quotient intellectuel. En fait, si on regarde en fait l'échelle des QI, tu sais ça, je crois que ça démarre de 50 et ça va jusqu'à 150 et ça fonctionne à plus ou moins par tranche. La moyenne est autour de 100. Nous, on est un petit peu au-dessus. Si on suppose qu'il y a trop d'écart type, on suppose que par exemple une personne qui a 80-90 de QI aura énormément de mal à fonctionner avec une personne de 130 et plus. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, on peut imaginer qu'il y a une différence de percute intellectuelle qui fait que le dialogue, la communication, les affinités peuvent être un peu plus compliquées. Et on peut le constater, hein, quand tu publies des choses dans le groupe, tu sens certaines personnes qui arrivent pas à comprendre, à voir, enfin qui pédalent un petit peu. Christophe, comment as-tu rejoint le groupe? Moi, j'ai fait l'approche assez différente. Moi, j'ai commencé pareil qu'Eric, c'est-à-dire par les groupes hypersensibles. J'étais sur un groupe hypersensible au bord de l'ésotérique, c'est-à-dire que cette partie-là, je l'occultais parce que ça m'intéressait pas et j'y croyais pas. Mais c'était un peu le pays des bisounours, c'est-à-dire que la moindre remarque qui pourrait blesser l'autre, alors que justifiée, elle demande simplement à ouvrir les yeux, les autres membres peuvent te tomber dessus. Donc c'est vrai que je traînais dans ce groupe-là et c'est là que j'ai vu Eric. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé Eric dans un autre groupe d'hypersensibles avant de débarquer. Alors Facebook, je pense qu'avec ses lois et ses heuristiques, m'a proposé le groupe de Véro suite au fait qu'Eric était déjà dedans, peut-être bien. Moi je connaissais même pas le terme de zèbre en janvier 2020. Je me suis fait traiter de zèbre par une fille sur Tinder. Je savais même pas ce qu'elle voulait me dire. Donc, je me suis jamais vraiment posé de questions. Je me suis posé des questions parce que je divorçais, parce qu'il y a pas mal de changements dans ma vie. J'ai fini par débarquer donc dans le groupe l'été dernier, donc l'été 2020. Et j'étais un petit peu présent, mais pas outre mesure. Et Véronique a proposé un repas en août. Oui. Et elle est lyonnaise comme moi. Donc elle a appelé les Lyonnais. Au final, son poste est resté un peu lettre morte. Moi, j'ai relancé 2-3 fois. Moi, j'avais envie de voir la modératrice d'un groupe de 9000 personnes. Alors, je précise quand même qu'à cette époque-là, on avait la tête de Bob l'éponge en avatar et uniquement ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune piste sur qui était Véro derrière ça. On voyait une personne affirmée, enfin je veux dire dans ses positions et tout, on voyait bien la personne, on savait pas. J'ai fait un appel aux Lyonnais en disant bah voilà, de toute façon cette année on va pas partir très loin, on n'a pas le droit à cause des frontières et tout, quitte à être condamné, autant faire connaissance. Et c'est vrai que j'avais pas percuté qu'en face il parlait que à Bob l'éponge. Hein. En fait, pour te dire, pour pousser l'anecdote, tellement Bob l'éponge a marqué les esprits que Eric n'avait même pas imaginé que je pouvais même être une fille, tu vois. Par sexisme. Ça ne demande pas explication. Tu te disais que le leader d'un groupe de haut potentiel intellectuel ne pouvait pas être une femme? Tout l'inverse. Pour moi, c'est l'un des premiers groupes où il y avait tellement peu de jugement et on allait parler tellement en profondeur sans se soucier justement c'est un homme, une femme qui parle. Je regardais plus la façade finalement. Je regardais que le contenu en fait. La profondeur de la parole. Mais qui parle? Une femme, un homme, 20 ans, 70 ans, je m'en fiche en fait. Sur le moment, je me rendais pas compte et moi, tout ce qui me restait, c'est la tête de Bob l'éponge. Donc oui, Bob a l'air d'être un homme. Sur le moment, je m'étais pas dit c'est un homme, une femme, mais de fil en aiguille, ça m'avait pas choqué que c'était une femme. Excellent. Plutôt asexué, voilà. Véronique, tu disais que tu avais découvert ta douance vers 20 ans. Comment c'était à l'époque? J'avais un peu plus de 20 ans quand même, mais bon, pas très vieille en tout cas. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais femme de chef d'entreprise. J'étais mariée à quelqu'un d'un peu plus âgé que moi, il avait son entreprise et donc j'étais son épouse. De fait, j'ai tenu des postes à direction, etc. Et dans la boîte, je comprenais pas, j'étais
persuadée que les salariés faisaient exprès de m'emmerder à pas comprendre ce que je disais. Voilà. J'en étais même à penser que c'était même sexiste, tu vois, ils supportaient pas la parole d'une femme. Enfin bref, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et un jour, bon, forcément, avec ça, je piquais des crises de colère et tout. Et mon mari, il me dit, non, mais Véro, faudra quand même que tu saches un truc. Je dis, à quoi? Et de là, il m'emmène chez un psy. Il me dit, voilà, alors dans les vagues souvenirs, parce que je tiens pas en colère, il me dit, bon, bah, réponds aux questions et puis tu vas voir. Et donc, je réponds bêtement aux questions et voilà. Et il dit, bah voilà, t'es surdoué. Ah, c'est tout. 138, ok. Et bah, les autres, ils font pas exprès de t'emmerder. Tu n'as pas eu droit à un bilan psychologique, toi. Tu as passé que le test de QI. Et voilà. Mais en fait, ça s'est surtout terminé sur le tien. Regarde, comprends que c'est toi, en fait, qui, entre guillemets, n'est pas dans la norme. Tu percevais ça comme ce fameux décalage écrit par tant de hauts potentiels? Pour moi, dans ma tête, c'était même pas, c'était volontaire de leur part. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, oui, j'ai compris avec le temps à les identifier, à faire attention et à t'adapter dans ton langage et dans ton approche. Moi, je dirais que si tu modélises ça, si tu rapproches ça du modèle informatique ou des choses comme ça, forcément, quand t'as 4 fois plus de bandes passantes, ça coince, ça fait un entonnoir, quoi. Alors, on peut vous demander quelle est votre définition du haut potentiel intellectuel. Christophe, donc, tu appelles ça comment d'ailleurs? HPI, surdouance, zébritude? Moi, j'appelle ça le HPI. Oui, si, c'est le HPI. C'est une plus grande rapidité de traitement de signaux sensoriels. C'est-à-dire que ça peut être de la réflexion interne ou ça peut être autre chose comme des émotions. Je pense qu'on est plus fin aussi pour ça. Donc, beaucoup plus de rapidité pour donc traiter, donc éventuellement faire des liens parce que la mémoire fonctionne qu'en lien. Tout est des liens, en fait, dans la mémoire. C'est pour ça que des fois, on mélange les prénoms parce que la personne a un lien très fort avec l'autre. Et donc, les liens sont faits éventuellement plus nombreux dans le même temps. Mais c'est plutôt une notion de vitesse. Moi, c'est vrai que j'identifiais les gens au départ par la vitesse de réflexion et de compréhension. Et c'est vrai que dans ma croyance de l'époque, l'HP, le surdoué en tout cas, c'est uniquement intellectuel. Okay. C'était complètement détaché de l'émotion, etc. Et tu percutes ou tu percutes pas. Pour moi, c'était vraiment ça. Et du coup, les gens avec qui je m'entendais, c'était ceux qui arrivaient à affirmer phrase. Donc on peut subodorer derrière qu'ils avaient la même vitesse de percute. Depuis que j'ai ouvert le groupe et avec les connaissances et les lectures, je me rends compte qu'il y a aussi un pan vers les émotions. Donc j'ai pu comprendre que j'étais hypersensible parce que j'étais en réaction permanente. J'étais saturée très rapidement quand il y a trop de lumière, les centres commerciaux, tout ça, j'avais jamais supporté la foule, des trucs comme ça. C'est des choses que j'avais jamais supportées, mais j'avais jamais fait le lien que ça pouvait être justement avec mon efficience. Et toi, Eric, comment tu te considères? Je pense que déjà dans l'enfance, il y a eu des moments où on m'a considéré surdoué assez jeune et en fait moi de mon côté j'ai dû tellement me suradapter parce que je ne comprenais pas les autres et les autres ne me comprenaient pas au niveau des comportements sociaux que finalement moi je voyais pas je voyais l'advance comme quelque chose t'es bon en maths quoi. Si tu t'y penches vraiment oui tu vas savoir faire vite, y a pas de souci. Voilà, bon, aujourd'hui j'ai une autre vision des choses plus large, mais c'est vrai que je saurais pas dire si je mélange la partie sensibilité ou pas parce que j'ai l'impression que chaque personne ne vit pas les choses de la même manière, même quand on regarde toute personne HPI. Du coup, moi, le terme, il signifierait, c'est un petit peu un ensemble comme de ce qui a été dit avant, hein. La partie vitesse de traitement, la partie... Et j'ai l'impression c'est un peu comme si on pouvait visualiser plus facilement ou plus en détail certaines choses suite aux mêmes données. Mais voilà, je m'identifie pas spécialement HP parce que pour ça, il faut avoir passé un test et que ce soit vérifié, mais je m'entends bien avec des personnes qui le sont. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant quand je vous ai rencontrés, Christophe et Eric, c'est qu'en tant que non évalué, non identifié précisément HPI par un test ou un bilan, vous restez quand même dans une démarche sobre et une ligne scientifique et critique de l'approche du HPI, avec une très bonne connaissance des mécanismes de l'évaluation et de son apport sur la connaissance de soi. Parce qu'on peut constater qu'il y a en ligne sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui sont non évaluées mais qui rejettent et dénigrent l'évaluation neuropsychologique et pas forcément à cause du prix, mais tout en se définissant au potentiel ou plus souvent zèbre dans ce cas. Et en parallèle, on peut même voir de nombreux internautes qui se renseignent pour passer le test, mais on n'a pas vraiment l'impression que ce soit pour les bonnes raisons.
En fait, on se rend compte que les gens, finalement, qui passent le test, le regardent sous un mauvais prisme, dans le sens où ils cherchent avant tout à rentrer dans un clan, avant tout avoir un sentiment d'appartenance. Pourquoi ? Parce que la médiatisation de phénomènes zèbres et compagnie, et puis même l'humain a besoin d'appartenance pour se rassurer, etc. Et c'est pour ça que ça amène énormément de monde qui ne sont pas forcément efficients, mais qui cherchent surtout à appartenir. Et c'est quand même vachement plus flatteur d'appartenir à un groupe zèbre qu'à un groupe handicapé mental ou je ne sais quoi. Voilà, c'est tout. Mais après, une fois que tu sors de ça, que tu te rends compte que finalement, quand t'es pas bien, alors je refais quand même une petite parenthèse, c'est que moi, quand on m'a décrit le zèbre pas bien dans sa tête, je m'y suis pas reconnue. Hein. Pour moi, limite, j'ai remis en question même ma propre posture, en disant merde, je suis HP, mais je suis pas mal dans ma peau. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on touche du doigt les polémiques principales que l'on retrouve dans l'univers des hauts potentiels intellectuels, à savoir les mythes, les idées reçues, les généralisations sur la souffrance des surdoués et le fameux effet Barnum. L'effet Barnum part souvent, d'après ce qu'on a pu remarquer, de personnes qui ont été prises en thérapie, qui étaient surdouées mais qui étaient mal dans leur peau. Et du coup, en partant de ça, on part pas des personnes qui étaient bien dans leur peau et qui ont parlé de leur vie, qui a fait son introspection s'il en avait besoin, qui a réglé peut-être ses problèmes. Là, on part vraiment sur des personnes à chaque fois qui ont subi un mal-être, par exemple pendant l'enfance, qui ont vraiment subi leur décalage, qui ont été mal dans leur peau pour une bonne partie, et du coup, finalement, c'est un problème qui parfois peut être les mêmes problèmes que quelqu'un qui n'est pas surdoué. Donc, le groupe HP Résilient en acceptation de soi s'adresse aux hauts potentiels intellectuels qui auraient des expériences de vie diverses, plus ou moins dramatiques, et seraient donc dans une démarche de résilience, c'est ça ? Oui, ça fait partie. Et alors, je vais aller plus loin que ça. La résilience, c'est Boris Cyrulnik qui l'a démocratisé, cette résilience à travers ses bouquins. Donc lui, en fait, c'est un enfant, si j'ai bien compris, juif, qui a eu des déboires avec la guerre en tant qu'enfant, guerre mondiale. Hein. Et donc la résilience, en fait, c'est son propre parcours et cheminement pour sortir de là. Et allez, je dis tout. Moi, je suis d'origine asiatique. Chez les Asiatiques, c'est pareil. La résilience, ça fait partie d'une culture. Je globalise, hein. Mais d'une manière générale, c'est un peuple qui est dans la résilience et qui se construit et qui avance. Donc voilà, donc ça fait partie de mes gènes et ça fait partie de moi-même. La confiance en soi, les améliorations, etc. Sur soi-même, ça a toujours été ma base de construction. Je ne reste pas sur un défaut, je ne reste pas sur un blocage. Dès que ça coince, je le modifie. Donc j'ai une faculté d'auto-analyse et d'auto-amélioration de moi-même qui est assez importante. Et donc le groupe va dans ce sens-là. Les gens qui pleurnichent et qui s'installent, déjà moi, ça me déprime. Donc j'ai besoin d'être en contact avec des gens qui avancent. Et naturellement, le groupe s'est fait à mon image. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à un moment donné, et c'est marrant parce que c'est ce qu'on constate souvent, c'est-à-dire qu'arriver à 30, 35, 40 ans, c'est la remise en question. C'est marrant, hein ? Quand la vie se stabilise, on se dit, mais finalement, qui suis-je, dans quelle étagère, etc. Et où vais-je ? Et c'est là où finalement, ces questionnements-là se fait et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai raté dans mon enfance ? Et tiens... qu'est-ce que je peux améliorer et du coup le fait d'être dans la résilience, être mieux avec soi-même, ça va de soi. Mais on a l'impression que certaines personnes ne veulent pas de cette démarche. Si, quelque part, si, ils la veulent, sauf que ils n'ont pas les clés. En partie, enfin, en tout cas, dans ceux qui veulent, c'est, tu sais, en fait, les mécanismes de défense, etc., enfin, toute l'école Freud et tout, ces concepts. Quand on te parle d'un concept que tu as du mal à t'approprier, c'est compliqué d'y accéder et de acter la chose pour soi. D'ailleurs, on rencontre énormément de gens qui connaissent le concept, mais qui sont incapables de se l'appliquer à eux-mêmes. Tu parles de psychanalyse, mais on pourrait peut-être passer plutôt par la psychothérapie, tout simplement, voire d'autres thérapies diverses et variées. Ça, ce sont des outils. Moi, je te parle de concept, et après, à partir de ce concept-là, tu as des outils. Soit on va soit on va modifier complètement la genèse de soi, soit on modifie le comportement.
On peut voir que dans le groupe Facebook, il y a plusieurs psychologues et thérapeutes. Je trouve ça d'ailleurs génial qu'ils ou elles interviennent sans chercher à se vendre. Et j'ai trouvé intéressant d'avoir le regard de ces gens-là en dehors de leur cabinet. Et je trouve ça riche, je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, moi je suis pas pour la promotion commerciale, mais je trouve intéressant d'avoir des professionnels qui parlent de leur outil de travail. Parce que ça ouvre le regard, ça ouvre les connaissances et ça permet d'accéder à des choses que tu connaissais pas. Moi-même, j'ai consulté une des psychologues du groupe. C'est aussi cette richesse de dire, bah voilà, on est un groupe de personnes lambda. En face, on a des professionnels qui apportent leur point de vue. On croise tout ça, on élimine les farfelus. Les coachs. Les coachs, voilà. Oui, tu me parlais des thérapeutes louches, des sectes, voire des coachs pas très fréquentables, pour employer un euphémisme. Voilà, donc on essaye effectivement de faire un tri, le plus de tri possible autour de ça, mais je refuse pas l'intervention d'un professionnel, au contraire, je trouve ça pertinent. Il y a un biais qu'il faut connaître, c'est que les gens qui vont bien, en général, se posent pas de questions de psycho. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer qui est notre audience, quand même, aussi sur le groupe. Exactement. Quand même remarquer qu'on a 75% de femmes contre 25% d'hommes, et on est à une majorité de gens dans la fourchette autour de la quarantaine. Et on a on va dire entre 25 et 54 ans, on doit avoir 80% des gens du groupe. On a 7000 personnes seulement de France, c'est-à-dire qu'on en a 700 en Belgique, 300 au Canada, et après divers pays comme Suisse, Algérie et autres. Je ne crois pas que d'autres groupes Facebook aient ce fonctionnement qui repose sur une communauté d'admins et de modos discutant quotidiennement entre eux des sujets, des publis, de l'adhésion des membres, et c'est quelque chose que la personne qui adhère à ce groupe n'imagine pas. Alors déjà, la première chose qui est assez singulière, c'est que l'anecdote, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'en fait, il y a toujours un modérateur qui va valider l'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a 3 questions qui sont posées et qui ne sont pas des QCM, c'est des questions ouvertes, de façon à ce que justement on puisse juger un peu des réponses. Il y en a même qui pensent que c'est un robot. Oui, on a reçu des OK ou des K ou des textes comme ça, juste histoire d'essayer de passer la chaîne vide. Je vois bien, mais forcément des réponses comme ça ne passent pas. Et il faut noter que la modération est quand même assez sévère, c'est-à-dire que d'une part, on veut pas trier. Il y a des groupes Facebook qui demandent carrément le pédigré, donc le test de QI, c'est pas du tout l'idée. Mais nous, on va déjà sélectionner quand même assez strictement pour voir des gens qui percutent. C'est ce que disait Véro, en fait, le qui percute. Je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est pas une notion de chiffre. En plus, le QI, c'est l'indice total, mais les sous-indices ont beaucoup d'intérêt pour les gens aussi. C'est plutôt de voir des gens qui percutent et qui sont à même de pouvoir échanger avec une dynamique cohérente avec tout le monde. Et donc déjà à l'entrée, ça se sélectionne. Ensuite, on va dire que on a la bonne cote auprès de Facebook, c'est-à-dire qu'il y a très très rarement des commentaires signalés ou des alertes Facebook chez nous. Il n'y a pas très rarement de violence dans les échanges et quand ça se produit, en général, on calme très vite les choses, voire on vire sans autre forme de procès les gens qui sont un peu trop véhéments. Ce qui fait que, globalement, on a l'impression que par rapport à d'autres groupes, le niveau dans ce groupe-là est quand même reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des échanges plutôt constructifs. Après, il y a une population de 9000 personnes, donc il y a forcément de tout. C'est une sélection quand même déjà un peu meilleure que le foutoir qu'on va dire qu'il peut y avoir sur Facebook, tout venant, c'est-à-dire que on a quand même un orthographe ou une ponctuation qui est généralement appliquée. Ça peut arriver que ce soit un peu oublié, mais on va dire que les gens ont souvent une structuration dans la façon de présenter les idées et ils vont pas s'offusquer quand on leur fait une remarque, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'avoir des discussions construites et intelligentes, ce qui, on va dire, sur un tout venant de réseau social est très très difficile à trouver. Et ça, tu penses que c'est aussi en partie grâce à la sélection du questionnaire d'adhésion ? Carrément. Le questionnaire d'adhésion et puis la façon de filtrer, de remettre les gens aussi à leur place si ça déborde. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'on est nombreux sur la modération et qu'il y en a certains qui font beaucoup d'heures sur le groupe en plus, il y a quand même une modération très active, quoi. Ce qui fait que ça cadre quand même largement le débat. Et puis il y a de temps en temps une sélection quand ça dérape un peu trop. Il y a parfois des gens qui sont sortis du groupe aussi, il faut le reconnaître, pour arriver à garder un certain niveau d'échange, quoi, et pas qu'on tombe dans les échanges un peu stériles. Au-delà de ça, je dirais, il y a aussi la sélection des articles, c'est-à-dire que tout le monde peut soumettre un article, mais les seuls articles qui seront validés par la modération seront publiés. C'est-à-dire qu'en gros, on va typiquement bloquer les citations toutes faites qui apportent rien, passeront jamais la modération. Qui n'apportent rien dans le groupe ou rien? Moi, je trouve que ça apporte rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est creux. Il y a des fois des trucs, faut être honnête. Non. Enfin, je regarde, typiquement, le truc qui me fait bondir, c'est
Non, mais ceux qui sont méchants, demain ils le paieront un jour. Faut arrêter. On n'est pas dans le pays des bisounours. Alors, faut préciser pour celles et ceux qui n'y connaissent rien au monde des réseaux sociaux, qu'on retrouve généralement dans la plupart des groupes Facebook ou Twitter ou Instagram, etc., des publications qui ne sont uniquement que des citations toutes faites ou des mèmes qui se répètent ou des gifs animés. Il y en a certaines qui font réfléchir, qui amènent un questionnement justement en quelques mots, qui peuvent amener un questionnement. Donc moi je trouve qu'il y en a certains qui sont intéressants. Après ça c'est les écarts, il y en a dans la modération qui seront moins fans de ça. Mais forcément c'est ça aussi qui donne la richesse du groupe. On va dire que des fois il y a des choses qui émergent pas généralement, c'est le hasard. Par contre tout ce qui est complètement banal, non, c'est banal égale banni, on va dire. Cela veut donc dire qu'il y a des modérateurs qui se baladent à travers toutes les publications pour les modérer, ou comment ça se passe? Comment les tâches sont réparties? Il n'y a pas d'obligation au niveau des modérateurs. On ne demande pas à ce que ce soit des flics ou des miradors postés, embusqués ou autres. Ou des drones. Ou des drones, ouais, voilà, c'est ça. Cherchez le truc des drones. Bien que maintenant je suis un sniper embusqué à la place de Bob l'éponge. En fait, tout se construit effectivement dans le groupe Messenger. Le groupe Messenger des modérateurs, tu parles donc. Modérateur, absolument. C'est vrai que le fait de se connaître, de discuter entre nous, etc., fait que on sait quel est le fil conducteur et ce qu'on veut. Tu vois, donc ce qui fait que chacun est libre d'intervenir. Donc il y a une confiance absolue. On est sur la même longueur d'onde, etc. Et chacun aussi, il va selon ses envies, ses besoins, le temps consacré, etc. Il n'y a aucune obligation. Mais c'est vrai que le fait d'être nombreux fait qu'on est partout. Mais alors, comment tu faisais toute seule avec 6000 personnes au début? J'ai été moins présente. C'est clair que j'étais moins présente, je laissais passer beaucoup plus de choses, et c'est pour ça qu'à un moment donné ça m'a saoulée. Ces citations toutes faites, les posts où du Calimero il m'arrive que des malheurs et point. Voilà, donc c'est pour ça que quand on est passé au confinement au mois de mars, j'ai voulu m'étoffer, mais je voulais pas m'entourer de n'importe qui, n'importe quoi. Donc, il faut savoir que la sélection des modérateurs, elle est, contrairement aux apparences, elle est en réalité très très sélective. J'avais mis tout à l'heure en fait j'avais fait une aparté sur l'efficience émotionnelle. Il faut savoir que moi je suis hyperesthésiste. Je sais pas comment le dire. Je pense que j'ai une hyper sympathie. J'ai toujours pas réussi à définir ce que c'est. Christophe m'a dit que j'étais médium. Sans ésotérisme, je précise. C'est très difficile. Ça se rapproche du mentalisme, plus que du médium. Alors effectivement, il y a cette forme d'ésotérisme dans la manière dont certains hauts potentiels intellectuels se perçoivent, avec des pouvoirs perceptifs accrus, et je sais pas pourquoi, plutôt que d'interpréter ça comme des capacités de déduction plus rapides ou développées, on peut en arriver presque à les considérer comme des super pouvoirs. En fait, c'est normal. Si tu veux, la science, elle est super rébarbative à lire, sans déconner. Voilà. Donc en fait, quand tu te cherches et tu veux avoir des réponses sur toi-même, finalement, les réponses ésotériques sont vachement plus accessibles. J'ai une autre théorie, moi. Allez, vas-y. Alors moi, donc, on va dire depuis 5 ans, j'ai fait pas mal d'introspection, mais aussi de diverses explorations cérébrales, c'est-à-dire regarder un peu ce qu'était l'auto-hypnose, regarder la méditation, la cohérence cardiaque et tout. Et je dirais que il y a une porte ouverte à l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, ces exercices-là, moi je suis capable de libérer des endorphines consciemment, en pensant avec des images particulières, et typiquement, quelqu'un qui va plutôt verser dans l'ésotérisme va imaginer, visualiser ses chakras ou des choses comme ça, et ça va se concrétiser par un sentiment, puisque de toute façon, le cerveau, avec cette image et les réflexes qu'il acquiert de cette façon-là, va libérer des endorphines, des hormones de bien-être, des choses comme ça. Donc en fait, on peut facilement, à partir du moment où on travaille sur soi, sur ce versant-là, c'est-à-dire sur le versant, on va dire, croyance New Age, méditation et autres, passer dans l'ésotérisme, dans le sens où les images qu'on visualise ont vraiment une action sur soi-même. Moi, je suis profondément scientifique, donc c'est vrai que j'ai tendance à m'imiter là-dessus, mais ça ne dépasse pas le corps, je veux dire. Enfin, la science en explique une partie, mais c'est une histoire de visualisation et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut virer dans ce versant-là. Très bien. Alors, après l'ésotérisme, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent, ou les polémiques ou... Déjà, on parle beaucoup de est-ce qu'il faut être testé, pas être testé, qu'est-ce qu'un HP, qu'est-ce qu'avoir l'émotionnel là-dedans. Est-ce qu'une personne, finalement, on confond aussi beaucoup, on a remarqué la partie émotive. Il y a des personnes qui sont émotives et qui se pensent hypersensibles parce que c'est un terme aussi qui englobe beaucoup de choses, qui est un peu fourre-tout, qui est pas spécialement
toujours très précis et les gens pareil rentrent dedans assez facilement. Moi-même déjà la toute première fois, je pense, j'ai pas regardé l'ensemble du terme pour me dire tiens, je me reconnais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Des personnes qui sont émotivées qui se disent tiens, du coup je dois être hypersensible, et puis tiens, du coup je me reconnais, enfin toujours l'effet Barnum, et puis ils disent je me reconnais HP. Donc ça c'est des sujets qui reviennent assez souvent, et puis même c'est vrai que du coup ça fait des cycles, puisque les thèmes qui reviennent au bout de quelques temps. On essaie de limiter un petit peu et de diffuser un peu plus d'informations de personnes qui ont fait soit de vraies recherches là-dessus, sur un peu tous les thèmes, ou soit des personnes qui justement qui parlent de résilience, qui parlent de la connaissance de soi, et en général ça débloque pas mal de petites choses, puisque les gens ils arrivent avec un certain questionnement, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent questionner chez eux. Et finalement, je pense qu'il y a tellement d'informations, à dire intéressantes et importantes au niveau de du questionnement de soi dans le groupe, qui sont diffusées même par un peu tout le monde, hein, pas que les modérateurs, mais c'est vrai que Véro, elle aime bien remettre régulièrement certaines vidéos, qui font bien réfléchir. Une personne qui est prête à cheminer vers la connaissance de soi, vers la résilience, ça l'aide beaucoup. Donc en fait, c'est des thèmes, tous les thèmes qui sont abordés reviennent assez souvent. J'ai trouvé dans ce groupe, moi, comme une sorte de ligne éditoriale, comme dans une rédaction journalistique. C'est une ligne qu'on pourrait définir comme scientifique et critique, en gros, et qui rappelle que les généralités au sujet des HPI que l'on voit régulièrement en ligne n'ont pas de base solide, notamment en ce qui concerne les liens entre la souffrance, l'échec scolaire, l'hypersensibilité et donc les surdoués. Il y a beaucoup de généralités basées sur les idées reçues, et ça donc le groupe revient régulièrement dessus pour les dénoncer, et dénonce aussi les clichés faciles qui sont, comme on dit, le terreau fertile de l'effet Barnum. Donc ma question, est-ce que c'est difficile, lorsque quelqu'un débarque dans le groupe et se reconnaît dans ses idées, de lui faire accepter le haut potentiel comme une force et pas la cause de ses malheurs? Alors du coup, moi je pense déjà, dans le tri qu'on fait à l'entrée, on essaie de prendre des personnes qui sont plutôt dans la capacité d'ouvrir les yeux. Sur l'effet Barnum en particulier, c'est pour ça même c'est souvent qu'on a laissé cette question dans les premières questions qu'il fallait répondre. Est-ce que vous connaissez l'effet Barnum? C'est ce que ça veut dire? Est-ce que en gros, ça veut dire c'est caché, mais est-ce que vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur le fait que vous arrivez peut-être avec des idées préconçues, et en fait on va nous les exploser parce que finalement c'est des idées reçues, mais c'est pas obligatoirement la vérité. Donc malheureusement c'est pas toujours le cas, les personnes sont pas toujours toutes prêtes à ouvrir les yeux, mais en général on essaie de prendre des personnes qui sont prêtes à discuter, à s'ouvrir, à comprendre qu'en fait ce qu'elles ont lu à droite à gauche n'est pas obligatoirement la réalité des choses. Après il y a beaucoup de témoignages, il y a des personnes qui arrivent, qui lisent d'abord, qui essayent de comprendre un peu ce qui se passe. Il y a des personnes qui font des témoignages d'ailleurs, qui disent ça fait quelques jours que je suis là, ça fait pas très longtemps, mais je trouve ça intéressant. Voilà, qui sont déjà ouverts sur je voulais m'informer, je voulais lire, je vois qu'il y a quelque chose. Et après il y en a d'autres qui arrivent, qui ont un petit peu plus de mal, qui sont un petit peu plus fermés. Leur ouvrir les yeux, on a des modérateurs qui sont un petit peu plus présents là-dessus. Il y en a qui sont plus directs, d'autres moins, ça dépend. Il y en a qui sont cash, on va dire. Très direct, très cash, en une demi-phrase, c'est réglé. Soit la personne, elle a compris qu'il fallait ouvrir les yeux, soit, peut-être elle se dit, qu'est-ce que je fais là? Et il y a d'autres personnes qui font peut-être des petits pavés avec des explications un petit peu plus, détaillées, en prenant des pincettes, etc. Ça dépend. On est nombreux, mais on n'est pas tous les mêmes, absolument pas. On a le même esprit de base, mais on n'est pas tous les mêmes. Et du coup, le côté difficulté, c'est juste quand les personnes sont fermées, qui sont pas prêtes à avancer. Et ça, en général, malheureusement, c'est des personnes, souvent, elles se sont peut-être pas rendues compte. Et nous, peut-être au moment à l'entrée, c'est peut-être pas les personnes qui auraient dû venir dans ce groupe. Elles sont pas prêtes parce que c'est pas ce qu'on recherche nous. Si les personnes restent fermées dans l'esprit, discuter avec une personne qui nous montre un mur devant nous, il n'y a pas d'intérêt. Au bout d'un moment, on se dit quelqu'un qui est pas capable de se remettre en question, qui peut pas avancer, des fois on peut l'enlever du groupe juste pour ça, parce qu'on n'avance pas en fait sur place. Sinon. Vous connaissez la proportion HP non HP du groupe? On a essayé plusieurs fois de sonder, on n'a jamais eu j'ai une dizaine de réponses de personnes qui osent dire moi je suis testé HP. Et après, alors même parmi ceux qui ont dit oui je suis HP, en fait tu te rends compte que après dans les échanges, en fait tu te rends compte qu'ils ont été auto-diagnostiqués. Ah oui, ça aussi, ça revient très souvent sur les réseaux sociaux, HPI, Zèbre, tout ça. Il y en a beaucoup qui soit se pensent, soit on leur a dit, soit qui s'auto-diagnostiquent, et il y en a forcément qui le sont, et d'autres non. Est-ce que c'est important pour vous?
Je pense qu'il faut laisser la part de mystère, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut pas chercher à juger, parce que justement, je vais éviter la notion clanique. Je vais éviter je veux surtout pas mettre en avant la notion d'appartenance, etc. Donc, quelque part, je m'en fiche. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il y a une vraie confusion, on dit stop. Une confusion, c'est-à-dire? Justement, on parlait de les gens hyper émotifs et qui se disent, ou émotifs tout court, qui se disent hypersensibles. Juste là, non. Il y a une confusion. Même si en arrière-plan, il est HP, je m'en fiche, tu sors. Il y a cette notion très répandue, à savoir le haut potentiel émotionnel, le HPE, qui est un concept non officialisé, non établi officiellement et qu'on ne retrouve qu'en France. Comment il est considéré dans le groupe et pourquoi n'est-il pas très bien accueilli? Déjà, il n'y a pas de définition. Entre guillemets, alors, moi je vais juste dire un truc. Le haut potentiel émotionnel, si je devais le définir, ça veut dire d'avoir une maîtrise totale de ses émotions. Aujourd'hui, moi, la seule que j'ai du mal à maîtriser, c'est la colère. C'est-à-dire pendant quelques minutes, je vais agir sous l'impulsion de la colère. Par contre, les autres, je les ai disciplinés. Donc on pourrait dire que j'ai un bon potentiel émotionnel. Mais les gens n'estiment pas ça du tout pour le potentiel émotionnel. C'est l'inverse pour eux. Ce qu'ils vont mettre dans le haut potentiel émotionnel, c'est justement quand leurs émotions les submergent, qui partent en cacahuète, mais c'est pas leur faute. C'est leurs émotions. Alors que, typiquement, quand on fait de la méditation, de la sophrologie ou quoi, on peut apprendre à séparer les réactions impulsives des pics d'émotions. On peut mieux écouter ses émotions. J'ai énormément changé sur notre capacité à écouter mes émotions, puisque moi, en fait, je l'ai muselé totalement jusqu'à il y a 5 ans. Enfin, j'ai vraiment changé. Les émotions étaient en second plan et j'essayais de traiter tout en objectivité pure, alors qu'aujourd'hui je traite en subjectivité et avec mes émotions. Et donc en gros, on pourrait dire que mon potentiel émotionnel est monté puisque maintenant je les écoute. Mais en fait, il n'y a aucune définition de potentiel émotionnel. Je me revendique surtout pas HPE. Et de toute façon, comme il n'y a pas de définition, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Je crois que Stéphanie Aubertin a essayé de faire un sujet sur l'hypersensibilité ou sur le HPE, je sais plus. Elle a fait les deux. Les deux termes en fait n'ont pas vraiment de définition. La conclusion, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de consensus en tout cas. Le HPI, c'est clair. Le HPI par définition, c'est un 130 au test de QI, au WAIS 4 pour les adultes. Nous, on veut pas être clanique, donc c'est pour ça en fait ce qui nous importe nous, c'est de pas avoir de décalage. Donc ça va être du HPI ou du en dessous. Et d'ailleurs, enfin, quand Véro dit qu'elle est pas clanique, clairement, on est testé ni l'un ni l'autre. Donc il y a le doute sur nous, on sait pas du tout. Moi, je sais pas me positionner. Je sais qu'il n'y a pas de décalage avec Véro, mais et ça suffit. Par contre, il y a aussi ces personnes non évaluées, comme je disais tout à l'heure, mais qui dénigrent le bilan neuropsychologique en se basant sur certaines personnalités médiatiques dans le monde des surdoués, comme Hazan, qui est psychanalyste, ou Christelle Petit-Colin, par exemple, qui est thérapeute en développement personnel. La personne lambda qui dit de toute façon, je me suis reconnu dans les bouquins, j'ai pas besoin de me faire tester, qu'est-ce qu'on imagine derrière? La peur de la vérité. La peur de pas être testé. D'ailleurs, le nombre de personnes qui ont été testées, qui témoignent en pleurs parce qu'ils ont fini avec 110 ou en tout cas pas HP, on en a quelques-uns. En disant avant déjà ma vie était déjà pas au top, maintenant que j'ai le résultat de mon test et je suis pas maladie HP, limite je me suis suicidé derrière. Je suis détruit, on me dit. Ouais, alors que c'est absolument pas ça. Bon, nous, on essaye de dire, attendez, le test, il a une vocation, c'est de vous connaître dans les sous-items, parce que voilà, c'est vous connaître dans votre mode de fonctionnement. Après, tu peux être au-dessus de 130 sur des items et être en dessous 130 dans d'autres. Pour autant, t'es ni cheval ni chèvre. C'est juste une façon de positionner dans ton... J'ai dit chèvre. Lapsus révélateur. Justement, tiens, le très répandu concept de zèbre, créé par Jeanne Siofachin, enfin très répandu là aussi uniquement dans le monde francophone, puisqu'il n'existe pas ailleurs, quel regard avez-vous dessus? Justement, c'est ça qui a créé la notion clanique. Il est vrai que surdoué, ça pouvait avoir une mauvaise connotation, une mauvaise interprétation. Mais finalement, je préfère surdoué, parce qu'au moins comme ça, on sait de quoi on parle. En fait, justement, quand le terme zèbre est apparu, la volonté de départ, c'était ok, on sort les HPI de l'élite, la surdent, l'efficience, voilà, les trop intelligents. Et en fait, le mot zèbre en fait est apparu. Et justement, c'est tout le contraire de phénomène qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que chaque individu est unique. C'est ça le paradoxe. Les rayures des zèbres, c'est comme une empreinte digitale. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Donc tout ça, la volonté du zèbre, c'est de dire on est bien sur un cas de individu unique.
Comment c'est devenu une savane? Plus le concept est flou, plus tout le monde se s'y reconnaît dedans. Oui. Et en fait, c'est finalement, on revient au Barnum. Le Barnum, c'est faire croire aux gens que ça leur parle, mais que c'est spécifique. C'est-à-dire que non seulement il y a une notion de généralité où tout le monde pourrait se reconnaître dedans, mais avec une notion de spécificité. Et le zèbre, c'est exactement ça. C'est essayer d'englober à peu près tout le monde, mais pour sa spécificité, sa singularité. Et ce qui fait que ce terme-là fait fureur, parce que tout le monde retrouve sa singularité et se trouve zèbre. Comme le concept est complètement flou, chacun le met à sa sauce, donc c'est encore plus facile de rentrer dedans. Enfin, ça te montre des valeurs qui te donnent envie, quoi. Ça te donne envie d'être zèbre. Quelqu'un qui se reconnaît, c'est qu'il y a toujours un petit truc qui donne envie d'y être. Et du coup, les zèbres, c'est un peu tout le monde aujourd'hui. Sauf que les gens, ils arrivent en disant je suis zèbre, et finalement ils mélangent tout. Je suis zèbre, je suis hypersensible, je suis HP, je suis un peu tout. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est il y a une perte d'identité, une perte de... Pourquoi? Parce que l'Église recule, on croit plus aux politiques, donc voilà, il y a une perte comme ça de repères. Les familles sont éclatées, le pouvoir des parents, l'autorité des parents en tout cas n'est plus là. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, et on assiste à ce phénomène-là, c'est que les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à s'accrocher à une appartenance, et c'est réel en plus. Et c'est pour ça que le phénomène HPI a pris cette ampleur-là. Ouais, moi, je l'ai vu exploser dans tous les sens. Et c'est vrai que quand les bouquins sont sortis en parlant d'HPI en souffrance, tous les souffrants de la terre sont tombés dessus comme des mouches sur un. Trouve une autre expression. Tu vois, les abeilles sont un pot de miel. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a ce que, du coup, les professionnels eux-mêmes, je pense que le truc a échappé à l'amie Jeanne, le coup du zèbre. Elle, au départ, elle parlait bien d'un individu unitaire. La notion de la savane lui est tombée sur le coin de la figure. Franchement, j'en suis quasi persuadée. En fait, c'est pas tant les gens, les Raymond et tout ça. Ce sont les gens qui se sont engouffrés dedans, qui en ont fait des phénomènes de mode. Et maintenant, on peut pas reprocher, et je suis désolée là-dessus, on peut pas reprocher à certains professionnels de se faire du beurre en surfant sur la vague. Sur les professionnels, je vais quand même parler aussi de mon cas, parce que pour en revenir, donc la psy, elle m'a qualifié de déficient mental, elle m'a donné une lecture qui est la limite du Barnum, je pense trop de Petit Colin. Son idée, c'était pas de me rassurer sur l'efficience mentale, c'était que je réalise certains schémas, on va dire, qu'on peut avoir, c'est-à-dire que comme je pense beaucoup, je me projette énormément dans le futur et tout, je suis dans le tourment de mon divorce, et donc forcément, elle m'explique, attention, vivez plus dans le présent ou des choses comme ça, vous avez la tête qui tourne plutôt vite, et donc vous arrêtez pas d'aller devant, derrière, dans le passé, dans le futur. Il y a plusieurs façons en fait d'amener ça pour les professionnels. Ça peut être un outil, mais on va dire c'est le couple, c'est-à-dire que c'est le professionnel et le patient. Soit c'est des discussions et des mises en lumière pour essayer d'avancer, qui était pour moi mon cas, c'est-à-dire de comprendre en fait certains mécanismes qui avaient tendance à me pourrir la vie. Typiquement ruminer, voilà, elle m'expliquait comment éviter de ruminer en m'expliquant que voilà, j'avais tendance à penser beaucoup, donc c'était utile. Et c'est pas pour se complaire dans une situation triste. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut bien faire la part des choses. Et on va dire, les diagnostics qu'on peut juger un peu légers par les professionnels, si c'est une pierre pour derrière embrayer sur une thérapie intelligente, ça paraît pas forcément choquant. C'est que, en fait, on est dans des sciences molles, sur la psychologie. Donc, il n'y a pas de vérité absolue non plus. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a certains psychologues qui sortent un peu des rangs. On va dire, nous, voilà, on n'est pas clanique non plus. C'est jamais tout acheter ou tout apprendre. Ce qui va manquer à certains, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire que il faut regarder, il faut analyser et garder que ce qui est raisonnable, quoi. Quand c'est un Barnum énorme, si on regarde ça avec un peu de recul, on se rend bien compte que ça colle à tout le monde. Je vais poursuivre là-dessus. C'est vrai que au niveau des termes, je pense que l'effet Barnum, etc., ça ne crée de problème qu'à partir du moment où il n'y a pas de remise en question derrière. Si on se remet pas en question, on rentre dans l'effet Barnum, on croit expliquer des choses par d'autres choses, ça n'a pas de lien, mais bon, on reste dedans. Mais par contre, si on est dans la remise en question, pour Christophe, pour moi, ça a pu nous aider parce que c'est peut-être des termes qui ont été créés, inventés, c'est peut-être une mode, ok. L'hypersensibilité, par exemple, c'est quelque chose qui, quand je me suis senti proche de ce terme, c'est quelque chose qui m'a aidé à accepter une part de moi, en fait, à accepter une part de sensibilité. C'était vraiment l'effet Barnum, bien sûr, mais ça m'a quand même aidé à débloquer des choses. Et puis j'aurais pu rester enfermé dedans et me dire voilà, c'est mon super pouvoir, je suis hypersensible, c'est bien. Et en fait non, mais parce que j'ai remis en question
le terme lui-même, j'ai été d'accord pour quand j'ai lu des choses qui étaient contradictoires pour les écouter, pour pas me fermer à ces idées. Et pareil pour le côté HP. C'est pour ça finalement tout à l'heure j'ai peut-être pas été assez détaillé là-dessus ou assez précis, mais si aujourd'hui je fais pas de bilan ou de test pour savoir si je suis HP ou pas, c'est parce qu'en fait au début j'ai peut-être aussi mis un petit peu cette étiquette sur moi pour voir un peu ce que ça donnait, pour accepter des parts de moi, mais en fait j'ai pas besoin d'être HP, j'ai pas besoin d'être mais c'est quelque chose qui peut servir peut-être sur le moment dans un cheminement de se mettre des étiquettes comme ça pour s'ouvrir et pour se comprendre aussi, peut-être aussi pour comprendre comment se gérer certaines parties de nous. Comme on a pu se mettre des étiquettes, Christophe est peut-être plus proche du terme que moi, mais pour le TDA, dans le sens où moi, par exemple, ça m'a aidé de trouver d'autres outils dans ma vie de tous les jours qu'une personne qui aurait des troubles de l'attention aurait besoin. Finalement, je pense pas avoir de troubles, mais le fait d'avoir eu l'impression que ça me collait, ça m'a permis de voir les choses sous un autre angle. Et puis après, j'ai remis en question. Je me suis pas collé l'étiquette, je me suis pas dit je suis ça sans avoir été voir un professionnel. Et puis bon, j'ai pas de réel problème d'attention. Je peux rebondir juste sur l'hypersensibilité. En fait, entre guillemets, on perçoit pas en fait tant qu'on n'a pas questionné toutes les croyances et tous les dogmes. Typiquement, l'hypersensibilité pour cet exemple-là, elle permet de casser le patriarcat. C'est-à-dire que moi, je suis tombé un peu dedans aussi parce que je me suis mis à écouter mes émotions et donc pleurer beaucoup plus qu'avant. Avant, je pleurais pas parce que j'étais vraiment dans un schéma patriarcal. Donc, temporairement, passer par des phases à se dire est-ce que cette étiquette-là me va ou pas, ça permet au moins de se dire, de se décoller de certaines choses. Et en fait, quand on s'en écarte, après, on les resitue. C'est-à-dire qu'après, on se dit ah ouais, mais l'état normal neutre, en fait, non. C'est du patriarcat et considérer qu'un homme pleure pas, c'est faux. C'est-à-dire que ça permet de se recaler. Et donc, voilà, ce cheminement permet des fois, quand on s'extirpe d'un truc qu'on considère comme la normalité, de se rendre compte que la normalité ne l'est pas non plus. C'est ça que je voulais souligner en fait. D'ailleurs, c'est drôle. D'ailleurs, ce sont les deux garçons qui viennent pas pour l'hypersensibilité, on note. Hein. Justement, et c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que moi, l'hypersensibilité, c'est pas du tout mon truc. Et ce sont les hommes. Et ça, c'est vachement bien, justement, ces sujets, heureusement qu'ils sont mis sur la place publique. L'hypersensibilité, toutes ces histoires de Barnum, là. Je trouve que quelque part, ça a quand même des bienfaits. Pourquoi ? Parce que ça a permis aux personnes de sortir de leur genre. Ça a autorisé les hommes à pleurer et ça a autorisé une femme à être intelligente. C'est énorme, hein ? Par contre, derrière, on est d'accord que si on reste sur uniquement dans la porte d'entrée, on se colle une étiquette et point barre, là on rentre dans la savane et ça n'a pas de sens. Par contre, ces entrées-là derrière, et c'est ce qu'on voudrait sur ce groupe, c'est tous les cheminements et que chacun va faire et l'échange d'expériences, des cheminements de chacun, c'est ça qui est riche. C'est ça qu'il faut partager. Ça a juste permis de libérer la parole et le droit d'être. Et ça, c'est chouette. Sur le groupe, on parlait d'échange de paroles, je pense que c'est important de préciser, parce qu'en effet, quand il y a certains profils qui n'arrivent pas à bouger de leur position, on a tendance à les remercier. Par contre, dans les modérateurs, personne n'est jugeant. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart ont déjà quand même fait un travail de remise à plat et d'identification de tous les biais cognitifs, toutes les croyances, tous les dogmes qui sont en vigueur dans notre société occidentale. Et il y a du lourd, hein. Pas mal de gens sont encore jugeants, hein, moi j'en fais partie, mais je pense qu'il va y avoir une large ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'en gros les gens ont la parole libre et ne seront pas jugés sur ce qu'ils vont dire. On va appuyer quand ils ont des mécanismes de défense qui bloquent leur progression. Par contre, on les laisse être ce qu'ils sont et c'est justement ce qu'on encourage. Et ça c'est important et c'est ce qu'on recherche sur le site. Donc on peut avoir tendance à être un peu cassant des fois, mais c'est simplement pour essayer de pousser les gens à être eux-mêmes et donc plus libres. Pour moi c'est la définition de la résilience. Ce qui est intéressant dans le site, on va dire, dans le groupe, c'est de dépasser, on va dire les problèmes justement, et de mesurer en fait tout ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire de vérifier, de comprendre en fait comment cheminent les gens et de comprendre qu'est-ce qui peut nous limiter, parce que on peut très bien aller et puis voir quand même identifier des blocages en soi, quoi. Et donc trouver de la marge de progression. Si tu veux, c'est peut-être là où le HPI est intéressant. C'est-à-dire qu'il est curieux, il dit plein de choses, etc. et il percute vite. Et en fait, le HPI, c'est quoi en fait ? C'est sa faculté à traiter tout ça. Sa faculté à comprendre, etc. Et à se saisir du sujet.
Et sur tous les sujets qui ont été abordés, en fait, on sait aujourd'hui que les réponses sont en toi. On interroge la personne en renvoyant des questions sur elle-même, en disant et si tu t'interrogeais sur ce point, ou si tu t'interrogeais sur un autre point, etc., etc. C'est-à-dire, après, derrière, le boulot, le cheminement que la personne va faire ou pas, lui appartient. Je pense qu'à HPI, il y a aussi une partie capacité d'adaptation. Quand on a des capacités intellectuelles pour percuter, ben on a une capacité pour s'adapter. Peut-être plus loin, plus vite, enfin voilà, plus profondément, je sais pas comment dire. C'est un peu ça, quoi. Après, là, ce que je voulais dire, moi, par rapport au modérateur, c'est vrai que, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit vraiment de cette manière-là tout à l'heure. Je pense que c'est aussi ce qui fait que le groupe, il est unique en soi. C'est qu'à partir du moment où Véro, elle a monté des personnes modérateurs, modératrices, enfin voilà, chaque personne avait le droit d'être. Voilà. Comme dans le groupe, finalement, je disais que j'avais pas ressenti spécialement de jugement. Là, c'est encore plus. C'est tu as le droit d'être en entier. T'as envie de faire ça, tu le fais. Et en fait, du coup, comme tout à l'heure, il y a eu une petite image. En fait, il y a aucun robot dans les modérateurs. Il y a personne qui va aller lire tous les commentaires parce qu'il le doit. Mais en fait, chacun fait comme il le sent. Et du coup, si on a envie, parce qu'on voit une personne justement qui a ces fameux nœuds qui bloque sur un truc et qu'on le voit, et pourquoi on s'empêcherait de lui dire? Et bien sûr que ça va l'aider à avancer, et bien sûr qu'après ça n'empêche pas d'aller voir un psy, de pouvoir travailler dessus, même peut-être beaucoup plus vite, parce qu'on l'aura vu, parce que c'est en fait un peu notre hobby. On adore se renseigner sur tout ça. On est, comme on disait tout à l'heure, la plupart des modérateurs très renseignés sur tout ce qui est biais cognitif, surtout tout ce qui est justement mécanisme de défense. Donc en fait, c'est des choses qu'on remarque facilement parce que c'est quelque chose qu'on apprécie observer à la fois chez les autres et à la fois chez nous, parce qu'on a aimé aussi s'en servir pour évoluer, mais parce qu'on aime, je pense qu'on aime entre nous voir les autres pouvoir évoluer, pouvoir dépasser les blocages qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai qu'entre modérateurs, c'est juste énorme quand on voit une personne qui a toutes ses connaissances et qui arrive à passer le pas. Donc le groupe, c'est un peu ça, mais les modérateurs, c'est un exemple plus. J'aimerais sortir cette fluidité du groupe modérateur dans le groupe Facebook. Je sais que c'est plus compliqué. Oui. Mais pourquoi pas? On en arrive à la fin, malheureusement. Alors, question super importante, j'aurais bien aimé savoir s'il y a des thèmes abordés dans le groupe qui n'ont pas de rapport avec ceux dont on a parlé. Non. C'est pas, en fait, Merci, à demain. T'as lancé la synthétisation. Ouais, non, non, parce que le groupe est dédié à ça. Pour s'amuser, il y a autre chose. À la limite, entre modérateurs, oui, on parle de tout et de rien parce qu'en fait, il y a un lien beaucoup plus fort. On est ouvert, on est sincère, on parle de profondeur. Mais dans le groupe Facebook, parler d'autre chose, toute autre chose, non, c'est vrai que c'est hors sujet. Là, on parle vraiment de résilience, de connaissance de soi, de HP, de pas HP. Enfin, ouais, c'est le sujet principal. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode, de cette plongée dans ce monde terrible et merveilleux du groupe HP surdoué, résilient, en quête d'acceptation de soi. J'espère que ça vous a plu. Merci Véronique, Christophe et Eric. Ah, j'oubliais. Par honnêteté, je dois préciser que je suis depuis quelques mois aussi modérateur dans ce groupe. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ce groupe est présent dans ce podcast. J'ai lancé des invitations à tous les grands groupes sur Facebook, car je suis réellement curieux et intéressé de connaître les motivations, implications, démarches, et pour l'instant je n'ai eu malheureusement seulement 2 réponses, que je remercie, l'une étant négative et l'autre est en attente. N'oubliez pas de liker, s'abonner, aviser, tout ça. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 14 juillet, et oui, pour la fête nationale, pour un entretien avec Isabelle Devrecker du blog Métacosme, avec qui nous allons parler des HPI dans le monde anglophone. Take care. See you next month.